Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le JT de ce mardi 26 mai 2020 dans l'actualité ce soir. Ils ont été en première ligne depuis 3 mois, médecins, infirmières, aides-soignants mobilisés face au Covid. Reportage ce soir dans les services des urgences et de réanimation de l'hôpital d'Annecy. La première vague est passée, reste une grande vigilance, nous le verrons. Une vigilance partagée par les médecins de ville. Nous serons avec le président de l'Ordre des médecins de Haute-Savoie. Durant des semaines, confinement oblige, de nombreux commerces et associations ont fermé leurs portes. L'heure est à la réouverture, exemple du côté d'Emmaüs à Annemasse. Par contre, nous verrons que les restaurants et cafés restent pour le moment fermés. Nous irons à leur rencontre à Chambéry. 15 jours après le début du déconfinement et au lendemain du week-end de 4 jours de l'Ascension, nous sommes donc rendus au sein des services des urgences et de réanimation du centre hospitalier Annecy-Genevois. Les soignants étaient au cœur de la crise sanitaire dès la fin du mois de février. La prise en charge des patients Covid est en baisse depuis quelques semaines, vous le savez. 10 sont toujours hospitalisés sur le site d'Annecy, dont 5 en réanimation. Les soignants sont fatigués, mais toujours mobilisés et vigilants. Reportage. Aux urgences de l'hôpital d'Annecy, on retrouve un semblant de normalité. Piqûres d'insectes, chutes, malaises sont prises en charge par les équipes. Près de 170 passages quotidiens durant le long week-end de l'Ascension. Les suspicions de Covid sont rares, 6 ce dimanche, la plupart s'avèrent finalement négatives. Le 15 retrouve aussi une activité classique tout de même renforcée par un médecin généraliste à la régulation. Une première page se tourne après des semaines de tension. Ils ont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup investis avec des mobilisations majeures. Et donc aujourd'hui, même si nous sommes plutôt satisfaits du travail effectué, il n'empêche que les personnels sont quand même fatigués là, mais toujours présents pour répondre aux sollicitations. Nous sommes toujours en état de vigilance quant à la reprise éventuellement d'une activité Covid importante. En fait, finalement, nous sommes vigilants sur les deux flux, les flux qui sont potentiellement des patients suspects Covid, qui pourraient bien évidemment impacter notamment les services de soins critiques de réanimation par des formes graves, mais aussi, surtout, aujourd'hui, sur la filière non-Covid, notamment la traumatologie de montagne, les activités extérieures, activités de circulation, la reprise du travail et l'accidentologie du travail. Donc tout ceci nous oblige à une forme de vigilance. À quelques couloirs de là, malgré ce calme apparent, le service de réanimation reste sur le qui-vive. Sur les 36 lits de soins critiques, 31 sont occupés pour une capacité initiale de 24. Parmi ces patients, 5 sont positifs au Covid. Des équipes vigilantes prêtes à une nouvelle montée en puissance. Le deuxième service d'accueil des urgences aménagé dans les locaux de l'Institut des soins infirmiers est en sommeil. Une unité de réserve de réanimation de 14 lits est en cours de construction. L'hôpital vient aussi d'acheter 8 respirateurs supplémentaires. La crainte, c'est que ça s'inscrit un petit peu pour la durée. Bien sûr, il faut se donner encore au moins une quinzaine de jours avant de dire qu'on va échapper à une deuxième vague. C'est vrai que moi, à titre personnel, la redoute pas particulièrement, avec les mesures barrières qui ont été prises clairement et puis qui sont quand même correctement appliquées. Probablement l'index de contagiosité est devenu faible et donc probablement on verra des petits clusters mais qui seront contrôlés, on l'espère, par les autorités de santé. Mais c'est plus la pathologie de déconfinement qui risque de perdurer encore quelques semaines. Donc plus un petit peu d'inquiétude de ce côté-là, parce que nos équipes, effectivement, depuis la première vague, c'est-à-dire ils sont quand même sur le pont depuis le mois de mars, beaucoup de nuits, beaucoup de gardes, etc. Pour tout l'été, on a prévu de fonctionner sur un mode dégradé, c'est-à-dire au-delà de nos capacités habituelles, mais tout cela avec, en tout cas, une sécurité du malade qui est absolument maintenue. Une double vigilance, un œil sur l'épidémie, l'autre sur ce qu'il restera de cette épreuve alors que s'est ouvert ce 25 mai le Ségur de la santé. La vaste concertation destinée à réformer le système de soins doit durer 7 semaines. Avant tout une histoire humaine, une synergie d'équipes entre spécialités différentes, entre personnels différents au sein d'un même service. De nombreux personnels sont venus du privé, d'autres services se sont côtoyés, ont appris à travailler ensemble et les choses se sont très bien passées. Et je dirais ça, il va falloir s'en souvenir et aujourd'hui où va commencer le Ségur de la santé, j'espère que ce mode un petit peu de nouvelle gouvernance liée à la crise, c'est-à-dire avec une collaboration étroite entre les médecins et la direction, et j'espère vraiment que ça va continuer.
Et pour poursuivre sur le même sujet, rejoignons le docteur René-Pierre Labarrière, président de l'Ordre des médecins de Haute-Savoie. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct. Alors, on a entendu le docteur Roupioz, le chef du pôle urgence de l'hôpital. Il m'expliquait au cours de ce tournage, il a fallu toute la puissance de l'hôpital public au début de la crise, rapidement rejoint par les différents acteurs et dont évidemment les médecins de ville. Aujourd'hui, ce sont vous, les médecins généralistes, qui êtes vraiment en première ligne pour dépister, identifier les cas contacts, etc. Est-ce qu'on peut parler de sorte de passage de relais ? Alors, la première ligne, moi je pense qu'on est tous ensemble, tout le temps, sur la même ligne et sur la première ligne. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer la médecine libérale sans la médecine hospitalière, ni la médecine hospitalière sans la médecine libérale. Dans ce combat qu'on mène maintenant depuis près de 3 mois, je crois qu'à chaque moment, on a eu besoin les uns des autres. Nous, évidemment, de notre structure d'appui hospitalière, et ça a été formidable parce qu'effectivement, les équipes, en particulier sur le département, ont été extrêmement réactives et dès le début, mises à la manœuvre. Et inversement, concernant les professionnels libéraux, tant dans les centres Covid que dans leur cabinet, ils ont répondu présent, ils ont dès le début commencé à aider, à prendre en charge leurs patients. Depuis, effectivement, la situation épidémiologique s'est modifiée. On voit bien qu'on est passé maintenant dans cette deuxième phase avec une impression que le nombre de cas diminue et restons prudents, mais on va tous espérer que ça aille dans ce sens-là. Par contre, la médecine de ville va continuer d'une part par ce traçage qui répond aux normes de confidentialité que le Conseil de l'Ordre avait demandé pour garder les sécurités, mais qui va permettre d'identifier de petits foyers qui démarreraient. Et là, donc, chaque médecin va s'engager pour essayer de pouvoir neutraliser immédiatement ces zones-là. D'autre part, par ce qui est aujourd'hui probablement le plus difficile, qui est les diagnostics différentiels, parce que les patients habituels sont revenus dans les cabinets avec leurs pathologies habituelles, parfois des pathologies qui ont eu du temps et qui se sont un peu aggravées. On voit des insuffisances cardiaques qui se sont dégradées, on voit des diabètes qui n'ont pas été équilibrés, etc. Donc on voit ces malades qui reviennent vers nos cabinets. Et au milieu de tout ça, on va avoir effectivement de potentiels cas qu'il va falloir ne pas rater, plus des patients qui ont eu du Covid et dont on voit qu'ils ne sont pas tout à fait guéris parce que pour un certain nombre d'entre eux, les symptômes durent et on voit encore des gens fatigués, des gens encore essoufflés, alors qu'ils ne sont plus effectivement contaminants ou qui ne sont plus potentiellement dangereux, mais qui pour eux, en tout cas, ne sont toujours pas bien. Donc tout ça, ça nous fait une charge et une responsabilité diagnostique et une prise en charge qui est importante. Quel est l'état d'esprit des médecins ? On a entendu un petit peu celui des soignants de l'hôpital d'Annecy dans leur reportage. On le sait, ça a été compliqué notamment au niveau des protections. Est-ce que vous pouvez travailler aujourd'hui en vous protégeant correctement, en protégeant les patients que vous accueillez ? Quel est l'état d'esprit ? Oui, je pense qu'au niveau des protections, elles sont arrivées, on sait tous et on ne va pas revenir là-dessus, sur les délais et les difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a réussi à en distribuer suffisamment et je pense qu'aujourd'hui, tant les professionnels qui exercent, les médecins, mais aussi les autres professionnels de santé sont en mesure de se protéger. Les patients sont protégés, les cabinets se sont structurés et lorsqu'ils ne pouvaient pas, on a mis en place des cabinets dédiés qui peuvent prendre en charge les patients de façon à ce que les flux entre ce qu'on appelle les patients chauds et les moins chauds, c'est-à-dire les problèmes infectieux et les autres, soient bien différenciés et que ni le professionnel, ni bien sûr et avant tout le patient ne puisse être mis en danger d'une contamination. Alors à la fin du reportage, le docteur Levrat, le chef de la réanimation, aspire grâce au Ségur de la santé à une meilleure coopération entre médecins et direction des hôpitaux. Ils ont aussi beaucoup salué justement la coopération dont vous parliez tout à l'heure de différents acteurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette grande concertation ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de cette crise ? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'ai dit dès le début, la santé, on passe de la ville à l'hôpital, puis de l'hôpital à la ville. Il n'y a pas le malade, lui, il est dans ce flux-là et il va passer de l'un à l'autre. Et que ce qui nous manque depuis des années, parfois, il ne faut pas exagérer non plus, le système français fonctionne bien, mais on avait besoin de retrouver une cohérence entre nos deux systèmes et une vraie complémentarité. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec le travail
qu'on a fait avec les équipes, tant avec les libéraux qu'avec les hospitaliers, on a réussi à ressouder ce lien, et ça, c'est vraiment dans l'intérêt des patients, parce qu'ils savent aujourd'hui que quand ils ont un problème de santé, ils sont pris en charge par des équipes soignantes, et leur statut libéral ou hospitalier n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la qualité des soins. Eh ben, merci beaucoup, docteur Labarrière, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Protégez-vous tous bien. Merci, vous aussi. Le retour des terrasses de café le 2 juin, oui, dans les départements verts, a annoncé le Premier ministre le 14 mai dernier en détaillant son plan de relance du tourisme. C'est le cas pour les départements savoyards. Pour le moment, ils sont en vert, à moins d'une semaine donc de cette reprise théorique de l'activité des restaurateurs, cafetiers et barman. Les informations précises permettant aux professionnels de se préparer correctement sont rares. Une nouvelle allocution est très attendue. Elle devrait avoir lieu ce jeudi. Une chose est sûre, tous sont impatients de retrouver leur quotidien et surtout leurs clients. C'est le cas notamment du côté de Chambéry. Emmanuel Jaude est allé à la rencontre des professionnels ce matin. À 2 jours des annonces gouvernementales concernant les conditions de réouverture de la plupart des bars, cafés et restaurants français, nombreux sont les professionnels à tenter de se préparer. Pourtant, aujourd'hui, le flou reste total aux grandes dames des restaurateurs. On a hâte de reprendre quand même. On a hâte de reprendre, on en a bien profité. C'était long. Et non, on est tous dans un bon état d'esprit. Voilà. Juste un peu inquiet sur tous ces gestes barrières qu'il va falloir appliquer, c'est tout. Alors à l'extérieur, je ne pense pas qu'on réduise le nombre de tables, mais par contre on va plus s'espacer, on a l'autorisation de la mairie, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. On ne va pas trop s'espacer non plus parce qu'on va se retrouver au milieu de la place, mais ça fait une grosse capacité d'accueil. Ouais. Donc pareil, on va voir s'ils nous restreignent à ce niveau-là, on ne sait pas s'ils vont nous imposer un nombre maximum de personnes assises ou pas. On n'en sait pas plus. Malgré la reprise imminente d'activité, rares sont les informations vérifiées à ce jour. Dans ce cadre, l'anticipation reste relative et les préparatifs sont donc réduits aux incontournables. Le nettoyage, en priorité. Et puis, ma foi, on va mettre des mesures préventives. Les gants, peut-être, les masques, les visières, le gel, nettoyer et puis bon, garder les distances avec les clients. Enfin, ce qu'on nous dira de faire, on le fera. Voilà. Mais si de nombreuses questions devraient trouver réponse dès ce jeudi soir, certains regrettent toutefois un manque d'anticipation de l'État qui pourrait poser quelques problèmes d'approvisionnement. Ça va être un peu chaud s'ils nous préviennent jeudi à 20h, comme quoi on pourra ouvrir le mardi 2. Je ne sais pas comment faire pour passer les commandes, sachant que samedi, en général, c'est fermé, et lundi de Pentecôte, donc ça va être compliqué. Ils auraient pu y penser un peu plus tôt. Je ne pense pas qu'ils soient à 24 heures près. Pourtant, pour la plupart des cafetiers et restaurateurs, le moral est bon. Tous ont hâte de retrouver leur rythme et leurs clients. Reste à espérer que la clientèle locale sera en rendez-vous. Normalement, les Chambériens devraient rester à Chambéry, quoi. Donc on compte sur les Chambériens, oui, ça c'est sûr. Les touristes, c'est sûr que là, les Italiens, ça va être un peu compliqué, alors qu'on avait quand même une bonne clientèle d'Italiens. Italien, anglais, allemand, on avait tout ça. Là, ça va être beaucoup plus dur. Donc je pense que là, on les verra pas, ou très très peu, quoi. Et ouais, il faut vraiment que les Savoyards consomment en Savoie. Reste encore des doutes concernant l'attitude de la clientèle. Car si tous les professionnels respecteront bien les consignes, tous espèrent désormais que les consommateurs joueront aussi le jeu pour une reprise en toute sécurité. Et eux ont pu rouvrir dès la semaine dernière. C'est un grand soulagement pour toute une communauté. Emmaüs Annemasse a profité du confinement pour aménager et donner un petit coup de frais au magasin. 40 compagnons et 15 personnes en insertion reprennent leur activité petit à petit. Toute l'équipe, vous allez le voir, a dû se réinventer pour pouvoir respecter les règles sanitaires dans le magasin. Jean-Paul Crespi leur a rendu une petite visite. Après 2 mois de confinement, un arrêt brutal de toutes ces activités de réception des dons, de collecte et de vente, la communauté d'Emmaüs reprend à son rythme l'accueil des dons et la vente d'objets et de matériel de deuxième main. Un soulagement pour certains, une nécessité, une délivrance pour les autres. Une réouverture progressive qui s'adapte à la situation sanitaire et qui s'accompagne du strict respect des gestes barrières. Les espaces de réception, de vente et de dons sont aménagés pour respecter toutes les consignes de sécurité, le port du masque étant obligatoire dans les magasins et la salle des ventes.
Ça faisait 2 mois qu'on était confinés à plus de 40 personnes dans la communauté. Donc ça a toujours une incidence sur le moral, ne pas sortir juste pour les courses quotidiennes, pour les besoins personnels, etc. C'est lourd. Et puis on a aussi encore plus que d'habitude pris conscience de l'importance de notre relation avec les donateurs, avec les clients, avec nos partenaires, avec le milieu dans lequel on vit. Et cet appel d'air a été salvateur. Pendant le confinement, les 40 compagnes et compagnons de la communauté ont trié les stocks, nettoyé, réparé et rénové les bâtiments d'activité afin d'accueillir dans les meilleures conditions le public. Tous se sont adaptés pour affronter la crise sanitaire et l'urgence sociale en participant à la solidarité locale et nationale. Une bonne révolution, effectivement. On a fait pas mal de travaux, des peintures, on a réaménagé, on a bien travaillé quand même. On a eu le temps, 2 mois. Donc, mais c'est vrai que ça s'est vraiment bien passé et puis vraiment pas de problème majeur. Il y a un gros remaniement de tout ce qui est vente et aussi des ateliers pour pouvoir plus de facilité pour travailler. Donc c'est vrai que c'est sympa. On a mis en œuvre en fait des plans qui étaient élaborés depuis 2 ans, qu'on n'avait pas les moyens matériels de mettre en œuvre sans une pause un peu durable. Et on voit que la fluidité est au rendez-vous, que la vision globale pour les clients est là, qu'on est dans un espace plus convivial, le hangar s'est transformé en boutique. C'est quelque chose qui est positif et qui est apprécié apparemment par les visiteurs, les clients et par l'équipe aussi qui travaille au sein de cet atelier. Donc c'est bonus. 300 à 500 personnes se prêtent chaque journée d'ouverture devant les portes de la communauté. Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans les magasins, 50 personnes maximum sont accueillies en même temps dans l'ensemble des salles et lieux de vente. Et pour permettre à tous de pouvoir bénéficier des salles de vente, la communauté est ouverte au public avec des amplitudes horaires supplémentaires. J'ajoute que le magasin Emmaüs de Métessy, pour des raisons logistiques et sanitaires, pour le moment ne peut pas rouvrir. L'accueil des dons, par contre, est lui possible sur le site annécien. Édouard Philippe l'a confirmé vendredi, plus de 3 mois après le premier tour, le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin prochain. Avec un premier tour le 15 mars dernier, il se sera donc écoulé plus de 3 mois entre les 2 échéances. Au total, les habitants de 70 communes des Pays de Savoie seront appelés aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux. Dans les autres, c'est déjà fait. Les conseils municipaux d'installation sont d'ailleurs en cours cette semaine. Dans les 2 préfectures savoyardes, Annecy et Chambéry, il y aura bien un deuxième tour et il s'annonce disputé. Petit rappel des forces en présence avec Sébastien Germain. Ils étaient 7 sur la ligne de départ au mois de mars dernier. Le 28 juin prochain, pour le second tour des élections municipales, les candidats à la mairie d'Annecy seront forcément moins présents. À l'heure actuelle, ils sont au moins 4 à être en position de se maintenir. Jean-Luc Rigaud, maire depuis 2007 et soutenu par l'UDI, le Modem, les Républicains et la République En Marche, avait obtenu 28,39% des suffrages exprimés. François Astorg, tête de liste Réveillons Annecy, s'était classé juste derrière avec seulement 150 voix de retard. Frédéric Lardet, député des Hauts-de-Savoie, ex-LREM, avait quant à elle terminé 3e avec 21,50%. Mais elle s'est déjà prononcée en faveur d'une fusion. Des discussions avaient d'ailleurs déjà eu lieu au lendemain du premier tour avec les équipes de Réveillons Annecy. Enfin, Denis Dupertuis, à la tête des Annéciens, sera lui bel et bien présent au second tour grâce à ses 10,04% obtenus le 15 mars dernier. Plus que jamais, le scrutin qui attend les 81 261 électeurs inscrits à Annecy s'annonce des plus indécis. Reste à connaître le chiffre de l'abstention. Au premier tour, il était de 63,83%. À Chambéry, la situation est tout aussi incertaine, même si le maire sortant Michel Dantin était arrivé en tête au soir du premier tour avec 37,38% des voix. Le candidat d'hiver droite compte une avance relativement confortable, puisque le deuxième, Thierry Repentin, avait obtenu un score de 22,63%, talonné qu'il était par la liste d'Aurélie Lemeur, soutenue par Europe Écologie Les Verts et arrivé 3e. On saura d'ailleurs en fin de semaine si la liste Chambé citoyenne d'Aurélie Lemeur souhaite entamer des pourparlers en vue d'une fusion avec celle de Thierry Repentin. Si ce rassemblement voit le jour, il pourrait mettre à mal les ambitions de Michel Dantin, qui brigue un deuxième mandat consécutif. Comme pour Annecy, on surveillera de près les taux de participation et d'abstention. Le 15 mars dernier, seuls 38,95% des Chambériens inscrits s'étaient rendus aux urnes.
La date du dépôt de liste est arrêtée pour le moment au 2 juin. On devrait assez rapidement en savoir plus. Évidemment, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, comme pour le premier tour, sera mobilisée pour vous faire vivre ce deuxième tour dans les 70 communes de nos départements concernés. On est en train de vous préparer tout ça. On entend aussi d'en savoir plus sur le déroulement de ce scrutin. Donc, on en reparle rapidement. Notre rencontre du jour nous emmène à Remilly pour parler culture. Jeanne Precias, vous êtes la directrice artistique du Quai des Arts. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, vous avez dû interrompre votre saison comme toutes les salles de spectacle du pays précipitamment. Comment ça s'est passé depuis pour vous et votre équipe ? Oui, on a fermé notre salle au 13 mars. On a annulé le premier concert à cette date et puis on est ensuite toute la fin de la saison culturelle en cours. Donc, on a continué, nous, à être mobilisés et à télétravailler pour préparer, en fait, la saison prochaine et puis gérer aussi tout le courant de ces annulations et reports de spectacles. Donc, on a eu encore pas mal de travail pendant cette période de confinement. Alors, j'ai vu que vous avez pu continuer à indemniser les artistes, les techniciens. C'est le rôle d'une salle comme la vôtre de soutenir les intermittents et plus globalement l'univers culturel dans cette période très compliquée ? Oui, on était ravis de pouvoir le faire et tenir les engagements, parce que c'est vrai que cette crise sanitaire touche plus particulièrement le secteur de la culture et que ce soit les intermittents techniciens avec qui on travaille tout au long de la saison, ou les compagnies qu'on aurait dû accueillir, on trouvait très important de pouvoir les indemniser et qu'ils puissent surmonter aussi cette crise de leur côté. Alors, vous avez décidé aussi d'organiser des résidences d'artistes dès cet été, quelle que soit la date de réouverture, qu'on attend toujours des salles de spectacle. Pourquoi c'est important d'accueillir des artistes dès cet été ? Alors pour nous, c'est important déjà tout au long de l'année et de manière générale, on soutient plusieurs compagnies qu'on accueille en résidence au Quai des Arts pour venir créer, travailler. On leur offre un lieu de création pour leur spectacle et c'est une manière de les soutenir. Et ça, on s'est dit que c'était une bonne idée de continuer malgré la fermeture de la salle au public. Alors évidemment, il y a des mesures sanitaires en cours qui valent aussi pour les périodes de résidence. Mais là, c'est une compagnie qu'on devait accueillir au mois d'avril, dont on a dû annuler la résidence et qu'on a déjà repoussé au mois de juin. Et puis, on est en train d'étudier la possibilité d'en accueillir d'autres pendant cette période de fermeture au public, puisqu'on aimerait quand même que le lieu continue à vivre. Et un théâtre, c'est un lieu de diffusion de spectacles, mais aussi de création. Comment vous préparez la saison prochaine ? Alors, je pense que ça doit déjà être bien avancé, mais comment vous l'avez préparée avec ce manque de visibilité ? Alors effectivement, la programmation est bouclée depuis déjà plusieurs semaines. Là, on est un petit peu dans une phase d'interrogation puisqu'on attend toujours des mesures au niveau national pour savoir ce qui va se passer pour la réouverture des salles. On espère pouvoir reprendre en septembre la saison comme on l'a imaginé. Mais c'est vrai qu'on apprend à travailler un peu différemment. Nous qui avons l'habitude de tout anticiper et d'aller de voir toujours à 1 ou 2 ans. Là, en fait, on apprend à vivre au jour le jour en fonction de l'évolution de la situation. Donc, on a pris la décision de quand même annoncer la programmation en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux au 15 juin pour que les spectateurs puissent prendre connaissance des spectacles et de la saison qu'on a imaginée. Et puis après, il y aura certainement des ajustements, mais on est encore plein d'incertitudes. On va être optimiste, on va considérer que tout va bien se passer. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu sur cette saison ? Quelle couleur elle va avoir ? Peut-être un ou deux noms, je ne sais pas si c'est trop tôt. Alors c'est un peu tôt, on va attendre le 15 juin, on va tout dévoiler sur le site internet et les réseaux, donc j'invite nos spectateurs et tous ceux qui sont curieux à se connecter à ce moment-là, on est à quelques jours, mais c'est une saison qui sera toujours pluridisciplinaire avec du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, tous les arts sont représentés et puis pour tous les publics puisqu'il y a à la fois du jeune public et du tout public avec quelques jolies têtes d'affiche en musique. Donc
qu'on vous laissera découvrir très prochainement. Et puis, on est encore en interrogation sur l'ouverture de la billetterie, mais ce qui est sûr, c'est que la plaquette papier sortira un petit peu plus tard que d'habitude. Elle sortira, mais on a pris quelques semaines pour anticiper toutes ces incertitudes. Et puis la billetterie ouvrira au plus tard, au 1er septembre, mais on tiendra bien sûr le public informé au fur et à mesure. Eh ben, on va surveiller ça de près alors, et puis on a hâte de pouvoir reparler de saison culturelle sur Vite-Mont-Blanc. Donc on espère pouvoir vous recevoir dès septembre sur ce plateau. Merci beaucoup Jeanne Precias d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci. On va prendre un peu... allez, je vais y arriver. On va aller au grand air avec un moment incontournable de l'année pour les éleveurs, puisqu'ils rejoignent en ce moment un peu partout en Savoie-Mont-Blanc leurs alpages. Là-haut, les bêtes vont pouvoir brouter tout l'été pour produire des fromages aux notes fruitées. Rencontre dans la vallée d'Abondance avec la famille David. Victoria Lopez a suivi leur emmontagné ce lundi. Là, on va traverser le village, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, alors on essaye de faire en sorte que nos vaches soient les plus belles et les plus présentables possibles. Jade, Jessie, Lucie, Luciole et toutes les vaches du GAEC de Barbossine sont prêtes. Elles vont rejoindre les pâturages d'altitude sur les hauteurs de Châtel. Pour cela, elles traversent d'abord le village. Les 50 vaches d'Emmanuel, Corinne et leur fils Julien produisent du lait que la famille transforme en fromage. Un Abondance fermier fabriqué pendant l'été à 1650 mètres d'altitude. L'Abondance, donc il est fait à partir du lait des vaches de la race d'Abondance. Et puis là, pendant 5 mois, on va le faire ici en alpage. Donc c'est vrai qu'après, c'est un fromage qu'on va commercialiser l'hiver prochain. Et du fait que les vaches sont en alpage et qu'elles pâturent toutes ces belles fleurs, c'est vrai qu'on retrouve un goût assez fruité dans les fromages d'alpage. Le chalet d'alpage de la famille est installé là depuis 150 ans. J'ai repris l'exploitation des parents en 1990 avec mon frère. Et donc après, on a essayé on a investi, on a essayé sans cesse d'améliorer tout le temps, aussi bien en bas qu'en haut, notre outil de travail. On fait de la vente à la ferme en bas l'hiver, on fait la visite avec les groupes scolaires, les classes de neige l'hiver. Et en alpage, on a développé petit à petit buvette et restauration et pour faire de la vente aussi du fromage. Tradition et savoir-faire se transmettent de génération en génération. Julien, le cadet de la famille, n'envisage pas les choses autrement. On a toujours habité et travaillé ici avec notre troupeau de vaches de race d'Abondance pour faire du fromage d'Abondance dans la vallée d'Abondance. Donc c'est très important de le conserver et de continuer comme ça, surtout maintenant avec l'appellation du fromage d'Abondance et la valorisation que ça nous donne. Et puis le fait de travailler en famille et en plus de ça en plein air, en pleine nature, en montagne, c'est très attirant. De fin mai à fin octobre, les David accueillent les visiteurs et leur font découvrir leurs recettes, à base d'Abondance bien sûr. Le fromage à pâte cuite reconnu par une AOC en 1990 et une AOP en 1996 fait la renommée de la vallée. Le GAEC de Barbossine produit chaque année 25 tonnes d'Abondance. Un concert à 3800 mètres d'altitude, c'est la dernière performance du duo français The Blaze avec Cercle, un média culturel qui s'est fait une spécialité des concerts en plein air et en direct sur leur page Facebook. Vous le voyez, ils se sont tout simplement installés au sommet de l'Aiguille du Midi hier soir pour ce concert aux images à couper le souffle. Une performance visant à lever des fonds pour la Fondation du patrimoine et la Fondation Good Planet. Vous avez le lien qui s'affiche en bas de votre écran. L'objectif est de soutenir ces organisations afin qu'elles puissent poursuivre leur activité de protection du petit patrimoine partout en France dans ce contexte compliqué et leurs actions pour la biodiversité et l'environnement. On se quitte donc en musique et sur ces images. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. À demain. Passez une très belle soirée. So long, so long, so long.